Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui sera un bilan culturel et plus particulièrement mon bilan culturel du mois de février. J'ai 5 films à vous présenter, 2 livres, donc sans plus tarder, commençons par le premier long métrage qui est le tout nouveau film du réalisateur M. Night Shyamalan, Knock at the Cabin. Your family must choose to willingly sacrifice one of the three of you to prevent the apocalypse. We're not sacrificing anyone. For every no you give us, hundreds of thousands of people are going to die. It's really happening. Sweetheart, close your eyes. Will you make a choice? Knock at the Cabin, c'est l'histoire d'une famille, donc 2 pères et leur fille, qui passent un séjour dans un chalet dans la forêt. Sauf qu'une bande d'inconnus va toquer à leur porte en leur demandant de faire un choix impossible. Sacrifier un des membres de la famille afin de sauver le monde. M. Night Shyamalan, c'est quelqu'un qui a toujours des concepts innovants, et ici ça échappe à la règle, puisqu'on est face à une famille en fait qui doit faire un choix impossible. Je veux dire, sacrifier l'un des leurs, c'est quelque chose de terrible à demander. Et il faut savoir que par rapport au livre, puisque ce film est donc adapté d'un roman, c'est La cabane au bout du monde, si je me trompe pas. La cabane à la fin du monde, j'ai plus le titre exact. En tout cas, ce roman, la fin est différente de celle qui est proposée dans le film. Alors après avoir vu le long métrage, je vous avouerai que je préfère quand même la fin du livre, qui est bien moins prévisible que celle du film. C'est-à-dire que dès que la menace en fait arrive, on se doute que l'histoire va prendre ce sens-là, que la finalité en fait sera celle-ci, puisque à plusieurs reprises des éléments montrent qu'en fait que le film va s'engager vers cette voie-là. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté-là prévisible qui me dérange un peu, et je trouve que donc, le film dure 1h40, 1h50, et c'est vrai que la première heure il y a vraiment toute cette tension justement avec la question des choix, ce qui se passe aussi lorsque la famille répond non, parce qu'il va se passer des choses là-dessus. Cette structure-là en fait elle va se répéter 4 ou 5 fois dans le long métrage, ce qui fait que c'est répétitif. Ça fonctionne très bien la première fois, mais lorsque c'est réutilisé au bout de la 4e et de la 5e fois, vous commencez à voir la chose venir quoi. Et en fait c'est vraiment le principal reproche à Knock at the Cabin, c'est que c'est un film qui est profondément prévisible en fait. C'est une histoire originale, clairement, mais dont l'exécution est bancale. On va parler du film qui a bouleversé absolument tout le monde durant le mois de février, à tel point que il a été diffusé à bien plus de copies en fait à la suite de sa première semaine de diffusion, sachant qu'en général quand même les copies sont supposées baisser lorsqu'un film est diffusé en salle. Voilà, il est diffusé sur énormément d'écrans la première semaine, puis après ça baisse. Là ça a plutôt été l'inverse, en fait par le biais du bouche à oreille, ce film a connu un grand succès, au point que ça a valu à son acteur principal, Paul Mescal, une nomination aux Oscars. Il s'agit du premier film de Charlotte Wells, Aftersun, sorti le 1er février. Done it all and you can too. Wish we could have stayed for longer. Me too. Sophie est mélancolique. Elle repense à ses vacances d'été qu'elle a passées en Turquie avec son père, et à leur moment de complicité, à leur moment de joie aussi, à leur désaccord, parce que ça arrive, mais elle repense aussi à cette menace en fait qui planait au-dessus de leur bonheur, et réalise qu'à l'époque, elle ne s'en était pas forcément rendu compte. En se replongeant dans ses souvenirs, en fait, l'objectif c'est de répondre à la question qui l'obsède depuis tant d'années, mais qui était cet homme, son père, qu'elle a le sentiment de ne pas connaître. Je suis sortie de la salle en me demandant si je n'avais pas manqué quelque chose. C'est vraiment l'idée en fait qui m'a traversée en me levant de mon siège, puisque malgré mon attention, j'avais le sentiment que des détails m'avaient échappé. C'est normal, je vous le rassure, si vous avez également ressenti ça, c'est normal et même voulu, puisque le film se concentre sur les souvenirs que Sophie a de ses vacances. Ce n'est pas le récit des vacances à l'instant T, mais c'est le récit que Sophie en a conservé 20 ans après. Ce qui fait que sa mémoire, elle a subi les effets du temps, et ce récit, c'est ce qu'elle en conserve. Le tableau donc ne peut et ne sera jamais complet. C'est frustrant, bien sûr, en tant que spectateur, mais c'est brillant comme mode de narration. Aftersun, c'est un film qui s'apparente à une chronique de vacances. C'est un séjour donc, sur lequel plane l'ombre d'un drame à venir, dont on ne connaîtra jamais la teneur, hein, il faut le préciser. Jusqu'à la fin du film, on ne saura jamais ce qui a détruit leur petit bonheur en fait, le drame qui a suivi ces vacances.
Et en fait, la fausse légèreté de ce film où littéralement on voit Sophie jouer au billard, on voit son père en train de danser, enfin c'est vraiment des scènes de légèreté. Et cette fausse légèreté, elle dissimule des séquences en pile noirceur hein, qui mettent en scène le père seul dans sa chambre, ou même dans des séquences à deux en fait, on distingue son visage qui s'assombrit. Et la finesse en fait de son écriture parvient à clairement contourner l'écueil du pathos. Aftersun, c'est un film qui excelle sur tous les points. Le propos relève de l'universel. Vous trouvez forcément des scènes, des thématiques auxquelles vous pourrez vous identifier. La narration sonne juste. Ça aurait été facile de s'embrouiller avec ça et de tomber, comme je disais un peu plus tôt, dans le pathos. Pourtant c'est réussi. La photographie est magnifique, d'autant plus que Charlotte Wells, elle cultive la longueur des plans. On a des plans qui s'étirent en longueur et à regarder ça se rend passionnant. Et évidemment, mais sublime, Paul Mescal qui malheureusement n'a pas eu l'Oscar, mais qui, selon moi, le méritait largement. Troisième film que je vais vous présenter, on bascule dans un registre totalement différent avec le tout dernier film Marvel, le troisième Ant-Man, Ant-Man Quantumania, sorti le 15 février. Après avoir sauvé le monde avec les Avengers, tout va pour le mieux pour Scott Lang et sa famille. Jusqu'à ce qu'il se retrouve entraîné dans le royaume subatomique, donc monde du minuscule en fait, dans lequel on a une faune et une flore assez particulières. Tous vont se perdre dans ce monde en guerre sans savoir comment ils vont pouvoir en sortir, ni même s'ils retrouveront un jour le chemin de chez eux. Pour poser les bases, Scott Lang c'est un ancien voleur qui avait volé et qui a conservé par la suite le costume d'Ant-Man qui lui permet de grandir mais aussi de rétrécir. Si on rétrécit trop, on peut se retrouver bloqué dans le royaume subatomique. C'est vraiment le monde du minuscule, comme je disais, duquel en fait on ne peut pas s'échapper. Et jusqu'à présent, vous avez toujours présenté en tout cas le monde subatomique comme un endroit en fait vierge de toute végétation, comme un endroit mort, voilà, dans un endroit dans lequel on se perd, dans un endroit dans lequel il n'y a pas de vie. Or, on découvre dans ce film qu'il y a des peuples qui vivent dans le royaume subatomique. Ant-Man Quantumania, c'est donc une comédie d'aventure. De toute manière, c'est compliqué en fait de ne pas faire un film comique avec Scott Lang dans le rôle principal. Hein. C'est un simple mortel en fait auquel on a confié un fabuleux joujou, en l'occurrence le costume d'Ant-Man. Et Paul Rudd insuffle suffisamment, vous savez, d'humanité pour en faire un des personnages les plus attachants de l'univers Marvel. Dans ce personnage, on a de la tendresse, de la drôlerie qui se mélangent. Et ça donne chair à cet apprenti héros qu'est Scott Lang. Pour moi, c'est l'un des personnages les plus humains, desquels en tout cas le personnage auprès duquel on se sent le mieux, dont on se sent le plus proche. Donc comme je le disais, Quantumania, c'est une comédie d'aventure, hein, c'est un film qui n'a pas la prétention de se prendre au sérieux. C'est ridicule et ça l'assume. En fait, en désamorçant la gravité attendue pour un tel enjeu, parce qu'on parle quand même d'un monde en guerre, et surtout c'est un film qui introduit une nouvelle antagoniste de la phase 5 de l'univers Marvel, puisque Ant-Man Quantumania est le premier film de la phase 5. C'est un film qui introduit le méchant Kang, qui sera le vilain des 2 prochains films Avengers, hein, rien que ça. Enfin, Kang on l'a déjà vu dans la série Loki, mais au cinéma en tout cas c'est la première fois qu'on voit Kang le Conquérant. Et c'est vrai qu'en désamorçant la gravité qui est attendue pour un enjeu aussi important, l'enchaînement des événements en fait ne peut jamais être pris au sérieux. Même l'adieu à certains personnages, il se fait avec légèreté et ça peut paraître étrange dit comme ça, mais il n'y a rien de choquant puisque dès le départ, le film se présente presque en fait de façon frivole dans la façon avec laquelle il va traiter son intrigue. En revanche, il y a un truc qui est impossible d'outrepasser, c'est la laideur du film, à commencer par l'un de ses antagonistes, un MODOK qui possède un corps disproportionné. C'est devenu un mème sur internet tant on a été surpris en fait par la laideur du personnage. MODOK, je le connais bien des comics, mais c'est vrai que sa réalisation dans le MCU et wow. Donc MODOK c'est une grosse tête coincée dans un casque doré et j'aime ne pas accuser Marvel et me dire que dès le début la volonté était peut-être de tourner au ridicule le visuel de ce personnage. En tout cas j'espère que MODOK n'a jamais été pensé comme étant un méchant sérieux ou en tout cas un personnage qu'on doit prendre au sérieux parce qu'avec un tel design c'est compliqué de le regarder en face sans pouffer de rire quoi. Et en ce qui concerne les décors, donc tout est forcément avec des effets visuels, hein. Il y a très peu de décors naturels puisque ça se passe dans un monde
dans un monde subatomique, donc c'est compliqué de reconstituer ça de façon réelle, mais l'image est sombre en fait. Évidemment c'est pour mieux masquer les défauts de ces fonds verts, mais ces paysages qu'on nous présente, on n'y croit à aucun moment. Avant-dernier film, on va en Corée du Sud avec un film extrêmement sanglant, Projet Wolf Hunting, sorti le 15 février. 주모, 난 인권 이런 거 모른다. 여기 CCTV도 없다. 그러니까 제발 괜히 개기지 말고 조용히 좀 가자. 여기 한국 가고 싶은 새끼 있어? 입에 내가 가지게 씨. Le film nous présente le trajet en cargo de dangereux criminels en fait qui sont transférés des Philippines vers la Corée du Sud. Ces criminels vont provoquer une émeute assez sanglante au sein du cargo. Sauf que cette émeute va être troublée par la venue d'un monstre non identifié qui est bien décidé à casser des têtes. Bon, choix appréciable pour un film aussi gore, c'est que l'introduction prend le temps de poser le décor. Le risque en fait c'est que le film, vous savez, se fasse de façon très accélérée en pressant l'action pour qu'on arrive au bain de sang si rapidement possible. Là, pour arriver quand même aux scènes de massacre, il faut attendre au moins une bonne trentaine de minutes, ce qui est sympa dans le sens où ça prend le temps vraiment de poser le personnage, les différents enjeux, sauf qu'au bout d'une heure, il n'y a presque plus personne. Prisonniers comme équipage, ils sont tous morts. Le problème c'est qu'on n'est qu'à la moitié de l'œuvre. Et c'est là qu'arrive un monstre doté d'une force herculéenne qui est prêt à tuer les quelques survivants. Dès son apparition, en fait, il est montré comme un personnage impossible à vaincre. Et je trouve qu'il y a peu d'intérêt donc à nous présenter un personnage invincible, à voir un tel personnage s'acharner sur des personnes et voir de l'autre côté nos protagonistes, plutôt nos antagonistes, s'acharner sur ce vilain puisqu'on sait pertinemment qu'ils ne vont pas réussir à l'abattre. Et moi je trouve que c'est lorsque cette créature rentre en scène que la longueur s'installe. Parce que sa façon de tuer est machinale. Les morts elles s'enchaînent toutes les minutes, comme ça. Souvent de la même manière, en plus il n'y a pas réellement d'originalité dans la façon avec laquelle il exécute ses victimes. Ce qui fait qu'on est à un point où c'en est presque redondant quoi. Il y a une dimension fantastique en fait qui s'installe et j'ai beaucoup de mal à comprendre déjà l'intérêt. Parce que moi honnêtement, juste voir les prisonniers là qui s'entretuent, moi ça m'intéressait quoi, clairement. J'avais pas besoin d'avoir cette créature monstrueuse qui se met à tuer tout le monde, je veux dire. J'aurais préféré, vous voyez, après, c'est pas moi, c'est pas mon film, vous voyez, mais en tout cas en tant que spectatrice, c'est vrai que moi on m'a vendu ce film comme étant un long métrage dans lequel c'est vrai qu'on suit le trajet des prisonniers et je m'attendais quand même pas à ce que la fameuse créature fantastique prenne autant de place dans le film quoi. Donc ça me déçoit, d'autant plus que son ajout, ça alourdit la construction du récit. Et enfin un dernier long métrage, The Fabelmans de Steven Spielberg, sorti le 22 février. Family art. It'll tear you in two. You stop making movies, it'll break your mother's heart. I don't know what to do anymore. You do what your heart says you have to. Ce film retrace l'enfance et l'adolescence de Sammy Fabelman, un jeune homme qui se passionne pour le cinéma et qui, dès son plus jeune âge, en fait, s'amuse à tourner des longs métrages. Dans The Fabelmans, le cinéma, c'est non seulement un vecteur de divertissement, dans le sens où on se divertit lorsqu'on regarde des films, mais c'est aussi un outil de communication lorsque les mots manquent en fait. Spielberg, il dépeint vraiment toute la beauté de ce cinéma artisanal, vous savez, celui qui fait les moyens du bord, ou où les acteurs s'enroulent de papier toilette pour mimer des momies, ou bien pour donner des effets de coups de feu, le personnage principal vient trouer une pellicule. C'est vraiment le cinéma fait avec amour, le cinéma fait main, voilà, fait avec, comme je disais, les moyens du bord. Peut-être que vous serez surpris parce que, effectivement, j'ai bien dit Sammy Fabelman et le film se nomme The Fabelmans. Le titre est au pluriel, puisque dans ce film, il n'est pas seulement question du jeune Sammy, mais de sa famille entière, donc les Fabelmans. Le récit s'articule autour de sa passion, bien sûr, mais sans pour autant laisser de côté les autres membres. Il y a ses sœurs, il y a ce grand ami de la famille qui s'appelle Benny, et puis il y a évidemment ses parents, ces mêmes parents qui, on le voit, sont en proie à leurs propres problèmes de santé mentale, notamment ce qui concerne la mère, interprétée par Michelle Williams, et qui tentent en fait de composer voilà, avec leur volonté personnelle, leurs envies, leurs peurs, leurs sentiments, mais aussi avec le devoir familial. C'est pas juste l'histoire de Sammy, c'est vraiment celle de Sammy et de sa famille. J'ai quand même une grande déception, alors c'est pas par rapport au film, c'est par rapport à sa réception, c'est que The Fabelmans a valu une nomination
pour Steven Spielberg aux Oscars. Sauf qu'il n'a pas remporté le prix, il a perdu face aux Daniels. Ce qui me déçoit parce que Steven Spielberg n'a jamais eu d'Oscar. Chose que je trouve quand même assez dingue. Mais surtout parce que Steven Spielberg, c'est vraiment le roi du divertissement, quoi, dans le sens où s'il y a bien une qualité qui est inhérente à son cinéma, c'est sa fluidité. La mise en scène est limpide, les transitions sont travaillées, la photographie est agréable à regarder, le récit est rythmé, ce qui fait que lorsque tu te poses devant un film de Steven Spielberg, le film en fait est tellement réussi, tellement clair pour le spectateur que tu as juste à te poser et à savourer ce grand moment de divertissement. Il y a eu un petit problème à l'enregistrement, donc je vous reprends un peu plus tard pour évoquer la dernière partie de cette vidéo qui sera consacrée au livre que j'ai lu ce mois-ci. Il y en a deux. Le premier, c'est La déchéance d'un homme de Dazai Osamu. C'est un roman qui suit le personnage de Yozo, un jeune homme issu d'une famille riche qui souhaite étudier dans une école de peinture à Tokyo. Mais son chemin en fait va croiser la route d'un ami, Oriki, qui va l'entraîner en fait dans une sorte de spirale infernale, ce qui fait que très rapidement Yozo va s'intéresser bien plus aux filles et au saké plutôt qu'à la peinture. Dès lors, la vie de Yozo va sombrer et il ne va jamais parvenir en fait à sortir de cet engrenage infernal, de cette déchéance dans laquelle il est plongé. Avant de parler de l'histoire en elle-même, il faut peut-être parler de l'auteur, Dazai Osamu, qui est un écrivain japonais, un auteur décadent, en tout cas décrit comme tel. Il y a une dimension autobiographique dans ce livre, bien qu'elle n'ait jamais été avouée, puisque, à l'instar du protagoniste, donc Yozo, Dazai, c'est une personne qui était torturée, qui a attenté à sa vie à de nombreuses reprises. Avant d'y parvenir à l'âge de 38 ans, il a essayé de le faire avec de nombreuses jeunes femmes, comme c'est le cas dans le livre, ou bien encore, il souffrait aussi de tuberculose. Donc il y a quand même beaucoup de points communs, même si comme je le disais, on n'a jamais pu savoir si oui ou non c'était réellement une dimension autobiographique, puisque quelques temps après la publication du manuscrit, Dazai Osamu donc a réussi à se suicider. Quand tu lis La déchéance d'un homme, en fait, il faut savoir que l'action, entre grosses guillemets, est mise de côté pour se concentrer sur les réflexions de Yozo, dans le sens où l'histoire passe, enfin la narration en fait passe par une description sommaire des événements. Par exemple, il y a peu de dialogue, les actions sont éclipsées au profit des pensées. En fait, tout ce qui peut faire avancer le récit, c'est éclipsé très rapidement pour vraiment se concentrer sur les pensées de Yozo. Finalement, La déchéance d'un homme, c'est une étude de personnage, hein, c'est clairement ça. Parce que Yozo, c'est une figure complexe, dont il est passionnant d'essayer de saisir, vous savez, les subtilités de son raisonnement. Plus que c'est ça en fait qui nous intéresse, plus que les obstacles qu'il rencontre, c'est sa réaction face à eux, ouais, qui fascine le lecteur. Pour le coup, l'histoire vient mettre à nu le personnage de Yozo, dans le sens où il est perçu très positivement par une partie de son entourage. C'est la poudre aux yeux en fait, hein, clairement. Il fait ça avec les personnes qui l'entourent, sauf que nous, on le voit tel qu'il est réellement. Et c'est vrai que c'est compliqué de comprendre en tant que lecteur ce qui plaît tant aux autres chez ce personnage, tant il est impossible en fait d'avoir un quelconque attachement pour lui. D'autant plus que Yozo, c'est un personnage qui semble se complaire dans la fatalité, dans le sens où il est persuadé que son sort est inéluctable et à aucun moment il va essayer de s'en sortir. Jamais il ne va faire l'effort d'aller en haut en fait. Il y a un sentiment d'impuissance quand vous lisez ce bouquin. Dernier roman que j'ai à vous présenter, c'est un roman français de l'écrivain Éric Emmanuel Schmitt qui se nomme La femme au miroir. On y suit 3 femmes à travers 3 époques. Anne qui vit à Bruges durant la Renaissance, Anna qui vit à Vienne durant la période de Freud, et enfin Annie qui est actrice dans les Hollywood contemporains. Ces 3 femmes se sentent différentes vis-à-vis de leurs contemporaines puisqu'elles refusent le rôle que leur imposent les hommes tout simplement, et donc cherchent tout au long du récit à devenir maîtres de leur destin. 3 siècles, 3 personnages, 3 points de vue différents, donc il faut savoir qu'un chapitre est égal à un point de vue et les chapitres en fait, suivent leur suivant. Donc on a Anne, Anna, Annie et de nouveau Anne, Anna, Annie. C'est vraiment, ça va suivre ce cheminement-là constamment. Et si le lien en fait spirituel est là, dès le début, on voit que ces femmes ne se sentent pas à leur place dans leur époque, c'est un peu plus compliqué en fait de saisir la dimension, les faits, vous savez, qui unissent ces personnages. Et il faut quand même attendre les derniers chapitres pour comprendre de quelle façon ces 3 personnages sont reliés à travers les époques. Ce sont des femmes, comme je le disais, qui sont en désaccord avec les mœurs de leur temps, qui ne parviennent pas à rentrer dans les clous, donc de ce que la société attend d'elles,
D'ailleurs, le miroir qui est mentionné dans le titre, c'est le miroir que leur tend la société, c'est l'image qu'elles essayent de renvoyer, ce sont les personnes qu'elles essayent d'être, mais comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop, quoi. Donc même si elles essayent de sauver les apparences, de se comporter comme ce qu'on pourrait attendre d'elles, mais en réalité, ça prouve en fait un sérieux trouble. Elles sont... ouais, elles ne sentent pas leur place en fait, elles ne se sentent pas elles-mêmes dans ces images qu'elles essayent de représenter. Eric Emmanuel Schmidt vient prendre les éléments les plus caractéristiques de ces époques pour les développer, la thématique de la sorcellerie en ce qui concerne Anne durant la Renaissance, la question de la psychanalyse et de Freud puisque Anna vit à Vienne au début du siècle dernier, ou bien encore la question des drogues et d'alcool, puisque Annie Lee est actrice dans le Hollywood contemporain. Ça aurait pu tomber dans une histoire bourrée de clichés, dont le seul but, vous savez, est de poser un contexte avec flemmardise, juste en prenant les éléments les plus basiques, en tout cas qui restent le plus à l'esprit lorsqu'on parle de ces différentes époques, mais Eric Emmanuel Schmidt en fait parvient vraiment à intégrer ces éléments dans son histoire, dans le développement des personnages, au point de devenir une part intégrante du récit. Donc non, le choix de ces éléments-là, quoique populaires dans l'imaginaire collectif lorsqu'on songe à ces époques, ne sont pas juste une simple paresse intellectuelle. C'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos dernières découvertes culturelles, ça m'intéresse, que ce soit votre coup de cœur ou vos déceptions. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.